importe, l'évolution est certainement trop ambitieux pour décrire la réalité. Les soulèvements populaires dans les peuples arabes font partie de ces soulèvements qui se développent à travers le monde entier et qui vont se développer toujours davantage. Que ce soit dans d'autres pays du Sud, ça avait commencé en Amérique latine bien avant nous, ça se développera ailleurs, ou même dans les pays du Nord en crise. Bon. Pour la même raison fondamentale que, à savoir que le système actuel en place, la forme du capitalisme des monopoles généralisés en place dans le moment actuel est insoutenable et que le désastre social, les désastres sociaux et politiques qui l'entraînent, à la longue, seront perçus comme de plus en plus inacceptables. Bon. Mais en ce qui concerne les pays arabes plus précisément, je crois qu'il faut ajouter une autre chose. C'est qu'il y a une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années de cela, à l'époque de Bandoum, 1955-1970-75, à l'époque du non-alignement, un certain nombre de pays arabes, l'Algérie, l'Égypte, la Syrie et l'Irak de l'époque, le Sud-Yémen et quelques autres de temps en temps, et se situaient aux avant-gardes du mouvement à la fois de libération nationale, d'indépendance anti-impérialiste et de transformation sociale, de progrès social. Je ne parle pas de socialisme, mais de progrès social. Il suffit de rappeler les noms du regretté Ben Bella, qui vient de mourir, de Nasser, etc., pour... il faut le rappeler. Ces régimes que j'appelle, moi, nationaux populaires, peu importe, n'étaient certainement pas démocratiques, ni au sens occidental du terme, puisqu'ils étaient fondés sur le parti unique, ni au sens que nous accordons probablement dans cette salle au mot démocratique, c'est-à-dire réellement procédant de l'organisation des classes populaires par elles-mêmes et pour elles-mêmes, mais ils n'en étaient pas moins légitimes, parce qu'ils ont accompli des bons en avant en termes de progrès sociaux considérables, et il ne faut pas l'oublier, même si c'était par en haut, non seulement les réformes agraires, mais sinon le plein emploi, tout au moins des niveaux d'emploi beaucoup plus élevés qu'à l'heure actuelle, et bien meilleurs, etc., etc. Et ceci, associé ces réalisations, notamment gigantesques en matière d'éducation, mais aussi de santé ou de beaucoup de services publics, associés, même faits par en haut, c'est-à-dire pas par des procédures démocratiques, associés à leur politique de souveraineté nationale anti-impérialiste, leur donner une légitimité. Mais ils ont réalisé ce qu'ils pouvaient réaliser dans un temps relativement court, ils n'étaient pas préparés à aller au-delà. Et quand les rapports de force à l'échelle mondiale se sont commencés à s'inverser en faveur du grand capital de métropole impérialiste, pour rester en place, les classes dirigeantes, les groupes dirigeants, pour rester en place dans ce pouvoir, ont eux-mêmes abandonné le projet national populaire et se sont alignés sur les recettes du néolibéralisme, privatisation, ouverture non contrôlée, etc., etc. Ça a un nom en arabe, al-Iftah, qui a été utilisé dans tous les pays arabes. Et de ce fait, en quelques années, en moins de 10 ans, tout ce qui avait été acquis, non pas conquis, mais acquis, en faveur des classes populaires et même des classes moyennes, à travers une mobilité sociale vertigineuse du bas vers le haut, par l'éducation, tout ce qui avait été acquis a été démenti. Et nous sommes rentrés dans un modèle de développement que mon regretté ami André Lunder-Frank avait appelé en son temps lumpen développement, dans d'autres circonstances, et je lui emprunte le mot parce que je pense qu'il convient parfaitement au modèle de développement, modèle entre guillemets, de non-développement, fondé sur une croissance vertigineuse de la pauvreté, une paupérisation à une échelle assez élevée, fondée sur et accompagnée par une inégalité grandissante avec tous les désastres sociaux que je connaissais.
Ces régimes ont, de ce fait, perdu leur légitimité. Au fur et à mesure qu'ils perdaient leur légitimité, ils devenaient de plus en plus policiers. Les régimes antérieurs nationaux populaires n'étaient pas démocratiques, mais ils n'étaient pas policiers. Ils étaient violents, parfois, notamment à notre égard, les communistes, mais ils n'étaient pas... ils ont dérivé vers simplement la répression de plus en plus violente. Et en cela, ils ont été parfaitement soutenus, parce qu'ils avaient fait des options libérales, par ceux qui se déclarent les amis de la démocratie aujourd'hui. Bon, jusqu'au bout. Alors, cette explosion, pour aller un peu plus vite, cette explosion, elle a commencé, comme on le sait, en Tunisie, elle s'est transférée rapidement en Égypte, et bien que les deux cas tunisien et égyptien ne sont pas rigoureusement analogues, ils présentent un certain nombre de caractéristiques communes qui valent la peine d'être marquées. D'abord, c'est devenu très rapidement un gigantesque mouvement de tout le monde, je dirais presque de toute la nation. Quand vous avez en Égypte pendant 15 jours et 15 nuits mobilisé dans des manifestations et des actions à travers le pays 15 millions de manifestants, c'est pas un petit chiffre, même pour un pays de 80 millions d'habitants, ça veut dire le pays tout entier. Et toute proportion gardée, on a eu la même chose en Tunisie. Bon, alors, on a eu la même chose en Tunisie. Alors, ces mouvements, je n'ai pas le temps dans 20 minutes d'aller trop dans le détail, ils ont des composantes diverses. Dans ces composantes, les jeunes que j'appelle le nouveau prolétariat urbain, précarisé à l'extrême, avec donc des taux de chômage fantastiques, mal payés, etc., etc. Et très fragmenté. Eh bien, contrairement à tout ce que l'on a pu dire sur la jeunesse dépolitisée, etc., une bonne fraction de cette jeunesse, pour le cas égyptien, c'est autour d'1 million, là encore c'est un petit chiffre, s'était réorganisé à sa manière et repolitisé à sa manière. C'est vrai, loin des partis traditionnels de la gauche radicale, en l'occurrence en Égypte, c'est la tradition communiste, il n'y en a pas d'autres, mais il y a d'autres composantes de mouvement, même si ces composantes sont moins apparues dans les rues, notamment dans les quartiers de Caire, mais ils sont apparus dans les quartiers populaires, dans les lieux de travail, les nouveaux syndicats urbains qui se sont reformés à l'occasion des grandes grèves, des grèves très importantes des années précédentes, 2007-2008. Le mouvement de résistance des petits paysans à l'expropriation accélérée qui accompagne ce nouvel développement dans les campagnes, les organisations qui peuvent devenir des partis des classes moyennes, je ne dis pas de la bourgeoisie, des classes moyennes démocratiques, dans le cas égyptien, a été l'exemple, et puis des associations, et notamment de défense des droits, et notamment de défense des droits aux femmes, allant dans le sens d'une certaine sécularisation, etc., etc. Bon. C'est difficile. Vous remarquez que quand je dis ces composantes, je ne signale pas les frères musulmans. La direction des frères musulmans a pris position contre les manifestations du 1er au 7e jour, tous les jours, et les pays occidentaux, les chancelleries des pays occidentaux, États-Unis et Europe également, parce que les uns et les autres espéraient que la répression ferait son effet et que tout rentrerait dans l'ordre comme dans l'ordre normal des choses. Et c'est seulement lorsque, dans le cas égyptien, premier jour, 1 million de manifestants, 300 morts, deuxième jour, 2 millions de manifestants, 300 morts, troisième jour, 3 millions de manifestants, 300 morts, personne n'a appelé l'OTAN à son secours. Ça aurait fait... il aurait eu un tollé. Ceux qui auraient pensé à cela auraient été immédiatement complètement isolés. Et c'est quand on est passé de 3, 4, 5 millions à 15 millions que ça a basculé. Et c'est à ce moment-là seulement que les directions des frères musulmans ont pensé qu'il ne fallait plus se
s'opposer. Bon.